create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action, and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Rebonjour. Donc, c'est bon? Oui. Donc, on est à Montréal Connect la semaine numérique et on conclut le forum francophone de l'intelligence artificielle par un panel qui s'annonce quand même intéressant. Former, retenir et connecter les talents francophones de l'intelligence artificielle. J'invite la modératrice Safia Ifak de SIA Act sur scène. Mohsin Benachir de l'APB, Mohamed Zaglami de Netinfo, Géraldine Buchan de XR for Heritage et Anwar El Jassifi de SMI Africa. Bon panel. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce panel, ce dernier panel qui va mettre à l'honneur, on va dire, les talents, la jeunesse, les femmes, tutti quanti. Allez, j'avais envie de dire un mot un peu qui ne soit pas francophone. Donc, parce que comment dirais-je, le monde, l'État ne peut pas s'agrémenter de rien. Il peut s'agrémenter que d'humain. Et l'humain, vous en êtes la très belle démonstration. Donc, je vais vous inviter à vous présenter chacune et chacun. Je vais laisser la place, la première intervention à Madame. Je vous en prie, présentez-vous. Bonjour, donc je m'appelle Géraldine Buchan, je suis la fondatrice d'un programme qui s'appelle XR for Heritage, qui est un programme international porté par une association en Belgique. Et on opère en fait à la croisée des archives de l'IA pour faire émerger des récits multiples à propos du passé. Donc concrètement, on donne vie au passé avec les nouvelles technologies. Et j'en parlerai plus longuement après. Bien sûr. Anwar El Jassifi, je vous en prie, présentez-vous. Oui, bonjour, je m'appelle Oussama Anwar El Jassifi, je suis expert en digital learning, adaptive learning plus précisément, et je suis cofondateur de SMI Africa, Smart Media Initiative for Africa. En fait, c'est une plateforme qui connecte l'écosystème médiatique africain, également des influenceurs et des journalistes sur la scène panafricaine. Mon cher Mohamed Zaglami, je vous en prie. Bonjour à tous, ravi de retrouver Montréal, où j'ai fait mes études il y a très longtemps. Alors, j'ai deux casquettes. La première casquette, je suis consultant international auprès de la Banque africaine de développement, de l'Union africaine, de l'UNESCO, de l'Union européenne sur les questions d'industrie créative et d'intelligence artificielle et de numérique pour l'Afrique. Et l'autre casquette, c'est que je suis actionnaire d'une école qui est la première école en Afrique aujourd'hui francophone dans le domaine de la 3D. Ceux qui connaissent le NAD, c'est un peu le NAD africain. Donc on a formé ces dernières années plus de 40 000 jeunes de 21 pays africains autour de la 3D, du jeu vidéo, l'animation, métaverse, blockchain, 3D, avec beaucoup de projets qu'on mène au niveau panafricain. Voilà. Merci. Monsieur Benachir. Je me représente pour ceux qui ne m'ont pas vu tout à l'heure, ce matin et tout à l'heure. Je suis Mohsin Benachir, je suis secrétaire général de l'APB, Fédération des technologies de l'information et des télécommunications et de l'offshoring. Et je suis par ailleurs directeur général d'une société qui s'appelle Prestige Digital Solutions.
Donc ce panel va être très intéressant, former, retenir, connecter les talents francophones de l'IA. J'ai une première question, je vais commencer donc par Madame. Dans un monde où la compétition pour, on va dire, l'exploitation de l'intelligence artificielle, où de nombreux talents existent à travers le monde, donc sans revenir toujours sur la notion d'Amérique, Chine, etc., mais en tout cas, il y a énormément de talents dans la jeunesse, même au-delà, j'ai envie de dire. Quels seraient les conseils que vous pourriez donner pour retenir ces talents francophones sur l'IA? Je vais peut-être vous parler d'un projet concret. C'est parti d'un premier constat, c'est que avant de parler de talent IA, on parle de jeunes en fait, qui ont parfois les yeux qui brillent et parfois pas. Et c'est vrai que moi, dans l'approche qu'on a eue, c'était un premier constat qui a donné lieu à un manifeste dont Printemps numérique et Netinfo sont signataires. C'était de se dire, quand on parle d'histoire, tout le monde n'a pas des figures qui les rendent fiers, tout le monde n'a pas des héros qui leur ressemblent. Et je pense qu'effectivement, c'est important dans l'IA d'associer contenu et technologie. Donc là, le projet dont je vous parle, c'est un projet qui s'appelle Avatar, qui est parti en 2023 sur le fait il faudrait peut-être parler des héros africains. C'est parti sur ça, en se disant est-ce que vous pouvez citer le nom d'un héros qui a marqué l'histoire de l'Afrique? Qu'est-ce qu'il a fait? Et petit à petit, en fait, en adressant cette question aux jeunes, chacun est venu, on parlait de Shaka Zulu, entre autres, mais on en a une dizaine. Pour la Belgique, on avait Paul Panda Farnana, qui est le premier Congolais diplômé universitaire. Enfin, on a fait tout un catalogue. Et en fait, l'IA est venue dans un deuxième temps comme l'outil pour se dire comment on dialogue avec eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment on nourrit. Donc, pour répondre à votre question, je pense qu'effectivement, pour garder les jeunes et pour pouvoir les mobiliser, il ne faut pas parler de l'IA, mais dire qu'est-ce qu'ils peuvent accomplir, qui les rendent fiers d'être ce qu'ils sont. Et après, ils vont aller chercher des solutions IA pour pouvoir le faire. Voilà. Merci. Monsieur Zoglami, au regard de vos différentes casquettes, malgré tout ce qu'on peut se dire, vous avez été assez pragmatique dans votre intervention tout à l'heure. La fuite des talents est indéniable, plutôt sud-nord, pour différentes raisons, sur lesquelles on ne va pas s'épancher. Mais en tout cas, l'IA dite francophone, encore une fois, comment pourrait-elle diminuer cette fuite des talents dans un pays que vous connaissez bien, par exemple la Tunisie, et vous connaissez bien l'Afrique en général, mais j'ai en tête la Tunisie qui est un pays où les talents dits digitaux, numériques, sont incroyables. Pourquoi veulent-ils aller ailleurs? Très bonne question, mais je pense que tu connais la réponse. La problématique, alors, si tu permets, j'aimerais aussi poser le cadre africain pour revenir sur le cadre tunisien. La problématique que l'on a aujourd'hui en Afrique, c'est que, comme vous le savez, tout le monde parle de cette jeunesse fabuleuse et tout, mais très peu de gens savent qu'il y a 300 millions de jeunes qui vont arriver sur le marché éducatif dans les 10 prochaines années. 300 millions. Je ne sais pas si on s'en rend compte de chiffre, c'est colossal. Sur les 300 millions, il manque 9 millions de classes. Il manque 11 millions d'enseignants. On n'a pas de contenu, on n'a pas de financement. Rien qu'un pays comme le Niger va être obligé de construire 1000 écoles dans les prochaines années. Donc, quand on prend cela, on comprend aussi les difficultés qui vont arriver en Afrique. Et pourquoi je reviens à la Tunisie, je fais ce saut, pour expliquer qu'aujourd'hui, malgré tous les efforts que font les pays africains, ou même les pays qui sont un peu plus évolués, comme le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud ou le Kenya et la Tunisie, on connaîtra toujours ce problème de fuite des cerveaux. Pourquoi ? Parce qu'on a des
Aujourd'hui, si on prend l'exemple du Maroc, on a vu ce matin UM6P, l'Égypte avec ses universités, la Tunisie, on a de très très bons, même l'Afrique du Sud, on a de très très bons candidats, on a de très très bons jeunes ingénieurs. Quand on sait, si je prends l'exemple du pays, la Tunisie, on est 11 millions d'habitants, on forme 36 000 ingénieurs par an. La France, c'est 67 millions d'habitants et ils forment... Non, c'était le contraire. C'est la France qui forme 36 000 ingénieurs et en Tunisie, on en forme 16 000. Donc, quand vous regardez le prorata, vous comprenez ce qu'il en est. On forme énormément d'ingénieurs, mais on n'a pas assez d'emplois pour eux. Il faut savoir que des classes et des promotions sont déjà pratiquement parties à l'étranger avant même d'avoir fini leurs études. Le problème, c'est que beaucoup vont bien sûr en Europe, mais aussi on a malheur, nous, entre guillemets, en tant qu'Arabes, c'est le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, les pays du Moyen-Orient nous prennent pratiquement aujourd'hui des promotions entières, nous prennent tous nos ingénieurs pour leur développement. Il ne faut pas croire que c'est neutre. Vous avez aussi beaucoup de jeunes qui viennent aussi au Canada ou aux États-Unis, mais on ne peut pas fournir des emplois à tous ces jeunes-là. Et c'est tout le débat qu'on aura ensuite, comment faire pour les retenir. Mais voilà, c'est parce que tout simplement, il n'y a pas ces emplois. Alors, donc, je vais faire la transition avec M. Benachir, qui avec sa double casquette de CEO de Prestige Digital Solutions et de secrétaire général de la PEBI, pourquoi il n'y a pas assez d'emplois ? Alors, ça n'est pas vrai qu'il n'y a pas assez d'emplois. La problématique, c'est que nous ne trouverons pas à combler ces emplois. Aujourd'hui, au Maroc, c'est plus cette problématique-là qui est posée. Si je parle, moi, avec ma casquette de CEO aujourd'hui, nous ne trouvons pas les profils que nous souhaitons. On a beaucoup de profils, effectivement, qui sont débutants et autres, mais les experts, on a du mal à les trouver. Alors, quel est le problème ? Moi, ça me rappelle une intervention que j'ai eue il y a une dizaine d'années auprès de la Belgique, qui mettait en place des programmes pour essayer de retenir les Marocains ou bien de pouvoir recruter un certain nombre. Le Maroc est un pays où on est libre de pouvoir quitter à partir du moment où on a le visa, bien entendu, mais tout le monde peut avoir un passeport et effectivement aller dans les pays arabes et aller en Afrique et aller là où on veut. Donc on ne peut pas retenir on n'a pas cette politique d'interdiction de quitter, on a cette liberté. Maintenant, si on veut que nos ingénieurs restent, il y a deux conditions. La première, vous avez raison, c'est de mettre en place des programmes qui soient à forte valeur technologique et valeur ajoutée, qui puissent les intéresser pour rester. C'est très, très important. Effectivement, comme vous avez dit, ça les intéresse, ça les stimule, et effectivement, ils y voient un intérêt, ils voient qu'ils peuvent performer, se développer et aller de l'avant. Donc, il faut qu'il y ait ce courage au niveau des donneurs d'ordre, je parle d'une manière générale, que ce soit les gouvernements, les grandes institutions, les banques et autres, d'être dans cette démarche de prise de risque pour donner à des acteurs locaux le développement de leurs besoins, que ce soit au niveau du digital, de l'IA ou autre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les conditions sociales de vie, qui sont aussi très, très importantes. Ils se projettent, ils ont cette volonté aussi de s'émanciper socialement, familialement, et donc il faut qu'ils aient ces ingrédients et ces conditions qui les assurent, qui les rassurent pour pouvoir rester. Alors ce qu'on vit au Maroc aujourd'hui, et c'est vraiment très, très intéressant à voir, c'est qu'on a des retours de la diaspora marocaine. Donc on a entendu les enseignants-chercheurs qui reviennent sur les centres de recherche. C'est vrai aussi pour nos ingénieurs. Ils sont aujourd'hui ceux qui sont partis il y a 10 ans, 15 ans, qui aujourd'hui ont fondé une famille, reviennent sur le Maroc. Et c'est tout bon pour nous. C'est un atout. Monsieur El Jassifi, puisque en tant que Maroco-Canadien, c'est une très bonne transition, parce que vous êtes exactement dans le schéma de ce que viennent de dire ces deux messieurs. Quels sont pour vous les mécanismes agiles qui permettent justement de former cette jeunesse, de la retenir dans leur pays d'origine, ou de leur permettre de revenir et de contribuer à cette, cette dynamique sur le continent africain, où majoritairement, effectivement, aujourd'hui, on est sur de l'IA francophone. Quels sont les mécanismes qui, pour vous, permettraient d'émanciper et de les faire se développer économiquement parlant ?
Parler de votre parcours rapidement, c'est intéressant parce que ça rejoint exactement ce que viennent de dire M. Zeglami et M. Benachir. En fait, moi, je suis né au Maroc. Après plusieurs, on va dire, expériences en France, en Europe, je suis atterri au Canada. Et après, j'ai travaillé sur plusieurs projets en software as a service au niveau de l'éducation. Donc, je suis expert en adaptive learning et comment utiliser l'intelligence artificielle pour, on va dire, adapter les formations. Sur, on va dire, le challenge, et d'ailleurs, j'étais également champion en World Summit Information Society. D'ailleurs, désolé, c'est beaucoup d'anglais, hein, mais c'est un prix d'excellence qui est donné par les Nations Unies, l'Union des Nations Unies pour le développement. Ouais. Et moi, je dirais le challenge, c'est toujours en termes de contenu et contenant. Donc, l'infrastructure au niveau Afrique, donc il faut travailler sur la connectivité en premier temps. Parce que on va dire, c'est un challenge en termes. Et d'ailleurs, je mets en avant la connectivité satellitaire, qui maintenant, de plus en plus, on voit en pleine effervescence, et c'est un moindre coût en termes de contenant. Le contenu, il faut travailler sur un contenu qui est adapté aux besoins des entreprises. Malheureusement, on va dire les parcours de l'université actuellement en Afrique, on ne va pas dire qu'ils sont obsolètes, mais ils ne sont pas adaptés avec les besoins des entreprises et des opportunités. Donc, et je dirais, il faut utiliser l'intelligence artificielle, puisque là, nous, on est tous sur la salle, on a des différents types d'apprentissage. Il y a des gens qui sont auditifs, il y a des gens visuels. Donc, il faut utiliser et capitaliser sur l'expérience artificielle pour qu'ils nous comprennent et qu'ils nous donnent, on va dire, les meilleures propositions et suggestions d'algorithmes afin de faire l'acquisition de compétences adéquates pour avoir les bonnes opportunités sur le marché. Merci. Madame Bueken, par rapport à ce qu'il vient de dire et par rapport à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, alors moi, mon héros, c'est ma grand-mère. Donc, on n'a pas besoin de trouver des héros qui sont... en deuxième héros, je mettrais Sa Majesté Hassan II. Et évidemment, en numéro 3, Sa Majesté Mohamed VI, en tant que Marocaine. Et donc, du coup, par rapport à ce qu'il vient de dire au niveau des contenus et des contenants, vous, justement, vous travaillez là-dessus pour que ce soit quelque chose d'assez dynamique, intellectuellement parlant, et que ça puisse attirer et retenir cette jeunesse. Oui, en fait, j'ai inventé un petit peu, en observant le marché, un besoin, une case qui se trouve entre l'étape des écoles et le monde de la culture et du patrimoine, parce que ce que j'ai constaté, c'est qu'effectivement, il y a plein d'étudiants qui sortent d'école, mais qui ont besoin, dans tous les cas, de se faire des portfolios, qui ont besoin d'acquérir aussi une intelligence sociale, humaine, une pluridisciplinarité. Et souvent, l'école n'a pas le temps de faire ça. C'est ce qu'on appelle l'approche Living Lab, comme Netinfo le fait. Et je pense qu'effectivement, pour qu'il y ait une meilleure compatibilité entre les besoins recruteurs et, je vais dire, la formation académique, il va falloir développer de plus en plus cette étape intermédiaire du Living Lab, parce que on voit bien que des institutions pour le bien commun, je parle par exemple des archives, l'UNESCO, les musées, sont eux-mêmes sous-outillés dans leur transformation numérique et donc peuvent être une étape un peu indispensable pour ces jeunes qui veulent quand même faire leurs armes quant à apprendre la data intelligence, quant à apprendre la XR ou l'IA. Donc voilà, donc moi je travaille sur ce processus et ce que j'observe, c'est que les besoins en Europe et en Afrique sont fort similaires et donc on travaille en écosystème et je pense qu'il y a vraiment ce besoin d'échange de bonnes pratiques parce que chaque territoire a des enjeux de recrutement, de fuite des cerveaux. Mais donc, comme les technologies vont très vite, chaque centre de recherche ou chaque université est assez en fait largué, ça va extrêmement vite. Et donc, si on ne met pas les gens en réseau, c'est difficile de former une jeunesse qui est en phase avec les enjeux de demain.
Donc pour moi, c'est vraiment là le fait de se dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et je pense que oui, il faut arrêter de croire que de l'académie, qu'on saute directement au recrutement. Il faut essayer de créer cet entre-deux. Monsieur Zoglami, par rapport à ce que vient de dire Madame Buechen, comment permettre ce rebond entre les formations académiques, cette jeunesse qui cherche d'autres choses que ces supports académiques, les institutions que vous pouvez côtoyer, notamment l'Union africaine, l'OIF, etc. Comment vous les voyez? Est-ce qu'elles sont prêtes pour ce tremplin ou est-ce qu'elles sont encore en train... vous voyez ce que je veux dire? Elles sont déjà en retard. Je crois qu'elles n'y sont pas du tout, surtout. Il faut être franc. Donc, ce que disait Géraldine, effectivement, au sein de l'école, puisque je suis actionnaire d'une école qui est basée en Tunisie, et c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est la première école qui forme au métier créatif. On a formé quand même plus de 40 000 jeunes, mais à côté de l'école, ce dont on s'est aperçu très très rapidement, c'est qu'il fallait créer un centre d'innovation. On a créé le seul centre d'innovation et l'unique centre d'innovation aujourd'hui en Afrique sur les industries créatives et culturelles. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on travaille là-dessus. Et on est membre d'un réseau qui s'appelle ENOL, qui est le plus grand réseau mondial d'innovation. Et ce qui nous permet de développer des applications, des solutions à partir des usages africains. Et donc, quand on est par exemple partenaire d'Epic Games, on est le premier partenaire d'Epic Games qui est le leader mondial de jeux vidéo. 2 ans d'audit qu'on a eu pour pouvoir être partenaire d'Epic, mais avec Epic Games, aujourd'hui, on développe des programmes. Et pendant le Covid, on avait développé un très grand programme pour les talents, pour les retenir pendant le Covid. Il fallait faire des choses. On a formé plus de 400 jeunes sur... non, d'abord, c'était le premier programme, c'était African Game Dev. C'est un programme sur le jeu vidéo. Le jeu vidéo, il faut voir aujourd'hui que le jeu vidéo, c'est quand même quelque chose qui est très important. Il y a plus de 450 millions de mobile gamers en Afrique et le chiffre est en train de croître. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on faisait avec pendant le Covid? Il fallait occuper tous ces jeunes. Et donc, on a créé un programme avec Epic Games où on a formé plus de 800 jeunes parce que Epic était parti dans cette idée de dire que aujourd'hui, le jeu vidéo, et je suis dans une capitale du jeu vidéo ici à Montréal, que le jeu vidéo, les gens commençaient à se lasser d'avoir toujours le même type de jeu. Et qu'il fallait définir, déterminer quels pourraient être les nouveaux récits, les nouvelles histoires, et quel est le continent qui n'a jamais été abordé, c'était l'Afrique. Et donc, on a mis en place ce programme pour former des talents et pour retenir les talents autour de jeux vidéo. Et on a créé African Game Dev, qui a permis de sortir plusieurs studios, dont aujourd'hui les studios sont partenaires d'Ubisoft, sont partenaires de Xbox, d'Epic. On a mis en valeur. Et moi, je suis content qu'une petite école comme ça ait fait grandir plusieurs studios africains. Ça, c'est le premier programme. Le 3 programme sur lequel nous avons travaillé, et c'est pour ça que je vous disais qu'on développe des solutions typiquement africaines. On a créé le premier African Metaverse Museum, dont parlait très rapidement tout à l'heure Géraldine. L'objectif, c'était aussi, juste après le Covid, former 400 jeunes pendant 1 an sur différents métiers de la 3D, autour de la réalité virtuelle, du jeu vidéo, de la 3D. Et ce qui nous a permis de former 400 jeunes de 10 pays, et chaque pays avait une galerie où vous pouvez mettre en valeur son patrimoine, sa culture. Et ça a donné envie à beaucoup de jeunes qui ont découvert, et notamment des jeunes filles, qui ont découvert ce secteur, ces métiers, de créer leur studio par la suite. Et par exemple, avec les jeunes mauritaniennes, les jeunes mauritaniennes ont créé aujourd'hui leur studio autour des bijoux et autour de la musique sahélienne. C'est pour ça que je reviens. Et on a créé un univers particulier autour de cela, ce qui nous a permis également par la suite, quand vous captez l'attention de tous ces jeunes qui sont passionnés, parce que ce qu'il ne faut pas oublier en Afrique, c'est que cette jeunesse est une jeunesse digitale native. Ils sont déjà tous connectés. Il faut savoir qu'en Afrique, des jeunes ont parfois 2 smartphones, pas 1, 2 smartphones. Donc, c'est toujours pour des questions de communication, vous savez, de publicité. Souvent, les opérateurs, on va se connecter. Maintenant, il y a les cartes SIM, c'est plus facile. Mais il faut connaître cette jeunesse. Cette jeunesse, elle est curieuse. Elle a une volonté aujourd'hui de donner aussi son avis, d'être représentée au niveau mondial. Et donc, elle va par le contenu digital
s'exprimer. Et elle va s'exprimer par quel contenu? Par le jeu vidéo, par la bande dessinée, ce qu'on appelle les webtoons. On n'entend pas très parler beaucoup des webtoons ici, mais en Afrique, les webtoons, les mangas, c'est quelque chose qui est très connu, l'animation ou la réalité virtuelle. Ce sont des secteurs qui sont en pleine explosion. Je viens d'ailleurs de terminer une étude pour la BAD là-dessus. On a été très surpris de cet environnement. Et c'est un environnement qui crée des emplois. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces studios, ces jeunes, restent. Parce qu'ils ont envie de faire connaître leur culture et leur patrimoine au niveau mondial. C'est difficile, ils vous le disent, c'est très difficile de pouvoir vivre de cela, mais c'est leur passion. Et aujourd'hui, on voit toute une génération de jeunes, mais partout. Il n'y a pas un pays africain qui n'a pas son studio de jeux vidéo ou de dessin animé. Il faut comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Afrique, dans ce secteur. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à capter, à garder les talents africains sur place. Mais après, je vous expliquerai un autre jeu sur lequel nous sommes avec l'UNESCO. Oui, alors ça me permet... Alors je sais quand je vais donner la parole à M. Benachir, parce qu'il a un talent... mais parce que ce que vous venez de dire là, du coup, ça me permet de vous donner la transition sur Sahara Connect. C'est exactement ce que, quelque part, vient d'évoquer M. Zoglami. Quelle est cette initiative Sahara Connect? Parce qu'avant, premier panel, il a été évoqué Casa Connect, Dakar Connect. Donc, du coup, vous avez beaucoup de choses à faire, je pense. En fait, le label Sahara Connect, l'objectif, c'est d'utiliser, on va dire, le numérique pour ces 3 régions de Sahara marocaine. Pour en fait des parcours de formation sur l'intelligence artificielle, sur la cybersécurité, également mettre en avant, on va dire, la culture sahraoui et mettre une technologie blockchain pour authentifier et certifier tout, on va dire, cet héritage culturel marocain, et en même temps mettre une forme de plateforme connectée et en même temps utiliser toute la partie intelligence artificielle pour adapter ces modalités de région pour cette région sahraoui avec toutes ses spécificités et donner cette monétisation à des jeunes pour s'offrir à l'international à travers du e-commerce, à travers beaucoup de programmes de monétisation. Donc on travaille sur Sahara Connect et Inch'Allah vous aurez dans les années qui suivent, on va dire 2026. Donc c'est une alliance entre le numérique, la tradition, les coutumes, les jeunes, les femmes, les hommes. Donc c'est un beau projet. Et alors pourquoi je voulais vous donner la parole, Monsieur Benachir, c'est par rapport à votre casquette de CEO de Prestige Digital Solutions. Parce que vous ne mettez pas suffisamment en avant. Je connais un peu vos équipes, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Vous recrutez souvent des jeunes et ils ne partent jamais. Ils restent avec vous depuis, je crois qu'il y en a un qui est là depuis 10, 15 ans. Et pourquoi? Pas pour vos beaux yeux quand même. Peut-être. Non, vraiment, je crois que c'est une histoire de management. Ils sont chez eux. Bon, je vais pas développer ici non, je veux ma que vous stratégie. parliez de la notion de transmission. Voilà. Ce qui est important, c'est de faire confiance. Et quand on fait confiance, quand on est dans, je veux dire, la collaboration, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble, on co-construit ensemble, même en interne, là, on arrive à construire des choses et aller de l'avant. Ce qui est important, je vais revenir, peut-être je vais m'oublier, tu sais très bien que j'aime pas trop parler de moi-même. Au Maroc, on n'a pas peur que nos jeunes partent. Ce qu'on veut, c'est qu'ils reviennent. Preuve en est. Tu es parti, tu reviens sur des projets. Que physiquement tu sois ou tu sois pas au Maroc, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que nous ayons les compétences nécessaires pour développer ce qu'il y a à développer au niveau du Maroc et par extension au niveau de l'Afrique. C'est le plus important. Ce qu'on recherche et ce qu'on souhaite, et c'est une démarche aujourd'hui. J'ai eu à discuter, je vais parler de l'UM6P, du président de l'UM6P, il m'a dit, moi, ça ne me dérange pas que les gens partent. Ce qu'on fait, c'est à nous de mettre en place ce qui est nécessaire pour qu'ils reviennent, qu'ils travaillent, qu'on ait cette compétence, cette expertise qui viennent pour développer au niveau du Maroc, physiquement, où on est international de ce point de vue-là. Quand on parle de souveraineté numérique, ça ne veut pas dire qu'on ferme nos frontières.
Loin de là. Ce qu'on souhaite, c'est que nous trouvions les compétences nécessaires pour développer ou co-développer des projets au niveau national, bien entendu. C'est quelque chose qui se disait avant, on parlait du glocal. Une approche globale, mais avec un besoin avec une local. notion de local, ouais. Madame Bueken, les programmes que vous mettez en œuvre pour retenir les talents, pour former les talents, c'est à partir de quel âge? Parce qu'on voit de plus en plus d'initiatives où on forme des enfants à l'IA. Comme on pouvait à l'époque, moi je suis un peu une ancienne, hein, mais on disait tiens, on va introduire l'anglais dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès les cours élémentaires. Maintenant, il y a des initiatives dans certains pays pour apprendre les spécificités numériques et notamment l'intelligence artificielle. C'est plutôt dans des pays francophones d'ailleurs que ces initiatives ont été amenées. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que c'est quelque chose qui peut pervertir l'éducation ou l'améliorer? Tout dépend de comment c'est amené. C'est vrai que nous, dans nos activités, on ne s'est pas encore adressé à des publics moins de 16 ans particulièrement. Mais je suis partenaire avec Mehdi, Printemps numérique, donc on a un accord de coopération autour de ce projet des avatars entre Montréal et Bruxelles. Et je sais qu'ici, au niveau du Printemps numérique, beaucoup d'actions sont menées sur différentes tranches d'âge. Je pense que c'est indispensable que les enfants ne soient pas que consommateurs en fait, du numérique. Et donc la formation pour les rendre codeurs, acteurs, me semble vraiment bien, à distinguer effectivement des temps d'écran, à distinguer, enfin voilà. Donc je pense qu'effectivement il faut aller vers ça, comme avant c'était important d'avoir des heures et des heures de latin. Par exemple, maintenant je ne comprends pas que jusqu'à présent, par exemple dans le système de formation en Belgique, on a encore le latin, mais on n'a toujours pas de code. Donc voilà, il y a urgence. Donc je pense qu'effectivement ça doit petit à petit devenir une matière comme une autre, parce que c'est un langage, en fait. Donc là, c'est une langue bien vivante. Donc je pense effectivement que c'est un point important. Je rebondis, en fait, par rapport à Connect Sahara, parce que c'est vrai qu'un des points de notre activité, c'est la communauté. Au départ, on est parti sur l'idée de se dire comment est-ce qu'on peut créer une plateforme qui connecte des jeunes à des fournisseurs de solutions technologiques, donc des jeunes talents, des créateurs et des bénéficiaires pour le bien commun. Comment est-ce qu'on peut créer cette plateforme? Et ça a commencé par un festival. Donc on aura la 3e édition en mars à Bruxelles. Donc on est partenaire officiel de Printemps numérique. On a toute une communauté, dont d'ailleurs des acteurs marocains comme MC, l'école des ingénieurs. On a Lions Geek également, qui est l'IA2M. On cherche plein de partenaires. Donc, à la base, le bébé était créé justement avec la Tunisie, Netinfo, mais on a des partenaires au Sénégal un peu partout. Et je pense que c'est vraiment important parce que chacun amène cette possibilité de se dire comment est-ce qu'on se sert de ces outils technologiques pour parler de qui nous sommes, donc parler de l'histoire, pour rêver des futurs souhaitables. Et donc c'est assez proche de cette démarche pour le Sahara, parce que c'est le patrimoine finalement, l'histoire, et également permettre aux gens après de pouvoir s'autonomiser avec des solutions, des nouvelles solutions de monétisation, que ce soit la blockchain ou autre. Mais donc ça pose la question après de comment on génère de revenus à raconter qui nous sommes et à transmettre, en fait, parce que finalement, notre tradition peut être l'innovation. Donc ça va connecter entre vous. Ça va connecter. Je sais que tu boues, donc je te donne le micro. Non, c'est pas ça. Je voulais juste rebondir sur ta question sur les enfants. Nous, ça fait déjà 2 ans à l'école qu'on a monté un programme d'IA pour les jeunes et on s'est aperçu très très rapidement qui s'était déjà approprié donc l'IA. Nous, on travaille sur le jeu vidéo avec l'IA avec les jeunes et on a mis en place depuis début janvier un nouveau projet totalement disruptif pour l'Afrique. Je pense que certains connaissent Roblox. Donc Roblox, c'est le métaverse pour les enfants qui était aux États-Unis. Nous sommes en train de créer le métaverse, le monde immersif pour les enfants africains. Ça s'appelle Teenverse, avec l'objectif de faire travailler plein de jeunes africains pour démontrer
qu'aussi en Afrique, on sait faire des choses, et aussi en Afrique francophone. Le deuxième point, je voulais dire que, parce qu'on parle beaucoup de francophonie et de l'OIF, c'est que nous sommes l'un des acteurs de formation de l'OIF. On est un acteur, on travaille sur le programme Déclic, on a formé beaucoup de talents. On s'est aperçu que l'Afrique francophone regorgeait de talents extraordinaires. Il y a des créatifs, il y a des artistes à qui on ne donnait jamais la possibilité de s'exprimer. Nous, ce sont ces jeunes qu'on a pris en priorité, qu'on a formés. On a formé plus de 600 jeunes, notamment plus de 50% de femmes, qui aujourd'hui sont les plus actives en Côte d'Ivoire, au Rwanda, en Tunisie, en Mauritanie. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des choses. Le troisième projet sur lequel je voulais insister pour que vous compreniez très très bien ce qui est en train de se passer en Afrique, parce qu'on a toujours l'impression qu'en Afrique on est en retard. La semaine dernière, j'étais à l'Assemblée générale des Nations Unies, de l'UNESCO, et on a présenté un projet sur lequel nous travaillons déjà depuis 2 ans. Tout à l'heure, tu posais la question, c'est qui connaît l'histoire de l'Afrique, qui connaît les héros? Personne. Même en Afrique, on ne connaît pas son histoire. Le problème, c'est que l'histoire, elle a été invisibilisée par le colonisateur. Donc, l'UNESCO a créé, il y a 60 ans déjà, des volumes qui reprennent l'histoire de l'Afrique. Ça a été créé par plus de 600 historiens, donc notamment des Africains. Le problème, c'est que ce sont des volumes très complexes à lire. Et donc, moi, j'ai proposé à l'UNESCO de revoir tout ça sous une autre forme, non pas de manière linéaire, mais de prendre des héros africains, de les mettre en valeur grâce au jeu. Je viens du jeu vidéo, je viens de ces acteurs-là. On a pris des héros africains, on a créé donc ces héros à travers des jeux vidéo, avec la possibilité ensuite de les retrouver dans un univers virtuel où l'enfant va pouvoir discuter avec ce héros grâce à l'intelligence artificielle. Et tout à l'heure, on parlait des biais. Et l'un des biais les plus terribles que l'on a, parce que l'Afrique, c'est l'oralité, on n'a pas de contenu écrit. Et on a été confronté à un problème énorme avec Shaka Zulu. Quand on a fait le personnage de Shaka Zulu, pour le faire parler grâce à l'intelligence artificielle, 99,9% du contenu était anglophone du colonisateur. On n'avait aucune version du côté de Shaka Zulu. Pourquoi? Parce que c'était oral. Il a fallu qu'on s'adresse avec des partenaires locaux des universités pour retrouver le chef coutumier Zoulou qui avait le droit de parler de Shaka Zulu. Et ça, c'est important. Et le dernier projet, qui est un projet totalement disruptif, puisqu'on parle des talents, on parle de l'Afrique, on a été retenu l'année dernière par l'Union africaine et par l'Union européenne sur un projet qui est totalement nouveau. C'est un jumeau numérique. On était 4300 en Afrique à se présenter. Ils n'en ont retenu que 10 et nous étions les seuls à être retenus sur l'innovation. Le projet est tellement disruptif qu'ils ont mis du mal à comprendre ce qu'on voulait faire. C'était pour reprendre la problématique de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait avec les 300 millions de jeunes qui arrivent sur le marché? Il n'y a pas d'école. Nous, on a créé un jumeau numérique et je dois remercier mon ami Philippe et toute son équipe de Shawinigan qui nous ont aidés dans cette réflexion. On a créé un jumeau numérique d'un campus africain. Il est virtuel, nous sommes en phase de test. Tous les enseignants, et on a pris bien sûr comme exemple notre école parce qu'on maîtrisait un peu les cours, l'environnement, donc le contexte africain donc du secteur de la créativité numérique. Tous nos enseignants sont des avatars, puisqu'on travaille sur les avatars. L'IA permet de donner des cours. Tous les parcours sont gamifiés. Et tous les process de certification, c'est NFT et blockchain. Mais là où on a inventé quelque chose qui est tout à fait nouveau, on travaille avec un laboratoire de recherche en Allemagne spécialisé dans tout ce qui est aspect cognitif. Et on vient de développer une IA qui permet, par exemple, à un jeune Africain, et ça c'est un problème que l'on rencontre partout, c'est l'orientation. Quand un jeune Africain ne sait pas comment s'orienter. Et donc cette IA va le questionner. Et c'est une IA, c'est pas ChatGPT, nous on a développé notre propre IA africaine. Et cette IA va le questionner et elle va l'aider à créer son parcours. S'il existe un parcours, on va l'adapter avec son parcours. S'il n'existe pas, on va le créer. Et c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau, qui nous permet aujourd'hui d'être référencés dans les programmes d'innovation de l'Union européenne et de l'Union africaine. C'est un projet développé en Afrique francophone pour les Africains. Et ça, je suis très fier des jeunes parce qu'on fait travailler plein de jeunes du Sénégal, du Gabon, de Tunisie, du Maroc. Donc, c'est un projet panafricain. Et là, je suis très fier d'eux. Et je pense que vous aurez, je crois que c'est dans quelques jours, vous aurez la communication là-dessus sur le lancement officiel. Dis donc, on n'a que des belles communications. Tout à l'heure, tu as parlé de Tenders, c'est pas Tinder, hein? Non, j'ai Tinders. Teen, les jeunes. Non, juste, je précise. Non, t'as un esprit mal placé, toi.
Bon, vous voyez, c'est un sujet hyper passionnant. Donc là, je vous invite à poser vos questions sur ces différents, auprès de ces différents panélistes, notamment sur tout ce qui concerne retenir les talents, formation, connexion. Là, on voit déjà que ça va se connecter. Donc, qui veut prendre la parole? Je vous en prie. Souad Siala, ancienne présidente de la Chambre de commerce canado-tunisienne. Au nombre de fois que je discutais avec les jeunes, ce que j'ai remarqué, une des choses qui m'a énormément interpellée, c'est la langue. Il y en a qui quittent un pays parce qu'ils ne trouvent plus leur place. Alors je pense que vous, chacun de vous a un pouvoir décisionnel à repenser. Moi, j'aimerais bien ce que j'ai à vous dire, de l'emporter avec vous, de le réfléchir et le discuter avec des gens autour de vous. Attention, je dis jamais qu'il faut pas aimer le français. Je suis une femme qui défend beaucoup la francophonie et le français, sauf qu'il faut savoir le préserver. Et ce que j'ai entendu chez les jeunes, il y a un cri aussi au niveau de la langue parce qu'ils ont une difficulté. Et ça, la technologie a un rôle aussi, parce que les francophones, on n'est plus suiveurs de l'anglophone, on n'a pas nos propres... les termes techniques sont des anglais, on attend la traduction. Moi, quand j'ai fait mon CPA ici, l'examen de CPA, les francophones, on a 300 pages à lire pour 4 heures, les anglophones ont 150 pages à lire. Déjà, il y a une élimination, donc j'ai un défi encore beaucoup plus fort. Et les jeunes de maintenant, ils veulent la facilité. Alors je pense que c'est une réflexion, tant la francophonie, tant l'évolution ou la révolution, comme elle avait bien parlé, comme elle avait bien mentionné Madame Lamia ce matin à Ezeizi. Donc je pense que c'est une réflexion qui est super importante. Merci. Monsieur Benachir, je vous laisse la parole. Je vous remercie pour la réflexion et la question, parce qu'effectivement, vous avez tout à fait raison. Au niveau du Maroc aujourd'hui, on voit que... je parle du pays que je connais le mieux. Oui, je le comprends bien aussi. Le français est en recul. Aujourd'hui, on voit nos jeunes, je le vois moi déjà dans mon entreprise, j'envoie des mails en français, on me répond en anglais. De plus en plus. La deuxième chose, c'est que quand on va dans les librairies, on a le salon du livre qui se passe chaque année au Maroc. Pour ceux qui l'ont visité, on se rend compte que l'espace occupé par les bibliothèques et les livres anglais sont de plus en plus importants. Quand on va dans les librairies à Rabat, par exemple, ville que je connais très bien, le rayon anglais empiète largement sur le... Mais pourquoi? C'est la production du contenu. C'est les Netflix, les Prime, les YouTube et autres, où on a du contenu en anglais, et nos jeunes parlent anglais. Voilà. Et là, effectivement, c'est une réflexion qu'il faut avoir en tant que francophone, en tant que francophonie, à travailler là-dessus, parce que après, on voit les politiques des pays tels que la France, tels que d'autres pays, par rapport au centre culturel, par rapport au système éducatif. Voilà, le côté politique vient se greffer là-dessus aussi. Donc voilà. Merci. Je ne peux qu'abonder dans son sens 30 secondes, parce que effectivement, je le constate, et le dernier article que j'ai mis sur LinkedIn, c'était sur la schizophrénie des créateurs africains. La problématique aujourd'hui que l'on a, c'est que tous ces jeunes Africains ont envie de parler de leur histoire, de leur culture. Pour cela, donc, quand tu es créateur, tu as besoin d'argent. Et eux, ils critiquent l'aspect colonial, ils critiquent la France en général. Mais le problème, qui c'est qui finance tous ces créateurs? C'est la France. Ce sont les instituts français, tous les financements. Donc, nous sommes en pleine schizophrénie, et c'est pour ça, et j'abonde effectivement, on voit dans la jeunesse aujourd'hui, pratiquement tout le monde parler anglais, qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui, moi je m'occupe des startups, je m'occupe d'innovation, tous les pitchs, je suis en train de dire le pitch, toutes les présentations cherchées sont en anglais. Tous les financiers aujourd'hui vous demandent un document en anglais. Donc,
effectivement, le jeune ne peut aller que vers l'anglais. Et c'est dramatique, mais on le constate de plus en plus, la perte, et surtout, je pense au Maghreb, on le voit vraiment, la perte, parce que ces gens sont en contact aussi au niveau international, il ne faut pas l'oublier. Et puis, dans notre secteur d'activité, la créativité, tout est en anglais, que dans le jeu vidéo, dans l'animation, tout est en anglais. Donc, à un moment ou à un autre, il va falloir se poser des questions, et c'est le rôle de l'OIF, mais aussi de nos gouvernements. Absolument. Madame, je vous invite à poser votre question. Bonjour. Tasnim Touil, doctorante en intelligence artificielle, tunisienne. La question, vraiment, en tant que tunisienne, comment je peux faire un projet dans mon pays, vraiment investir et tout, vraiment, parce que vous avez parlé de Maroc et tout. Genre, vraiment, nous, les jeunes ici, qui ont eu l'éducation et tout, on peut faire quelque chose après dans nos pays. Non, mais c'est très bien, parce que je vois que mon ami de la PBI a insuffler ce souffle pour que nos jeunes reviennent au pays. En tant que Tunisien, je vais te donner un exemple simple. Est-ce que tu connais Instadip ? Ouais. Voilà, c'est l'exemple Instadip. Très peu de gens. Est-ce que quelqu'un connaît Instadip ici ? Oui, voilà, c'est les Tunisiens. Qu'est-ce que c'est Instadip ? Instadip, c'est la première start-up IA en Afrique qui a été rachetée l'année dernière par Pfizer-BioNTech, plus de 700 millions de dollars. Mais les gens ne savent pas ce qu'a fait cette start-up. Durant le Covid, Pfizer-BioNTech a travaillé avec cette start-up Instadip tunisienne qui est présente dans plusieurs pays africains. Elle était présente à Lagos, elle est présente à Nairobi, elle est présente à Cape Town, aux États-Unis, à New York, à Paris et à Londres. Mais sa base de recherche était à Tunis. Et c'est elle qui a suivi l'évolution du Covid et qui a permis à Pfizer-BioNTech de développer son vaccin. Très peu de gens le savent, c'est que si on a eu un vaccin Covid, c'est une start-up africaine qui l'a développé. Et l'année dernière, cette start-up a été rachetée par BioNTech pour plus de 700 millions de dollars. Et aujourd'hui, ils sont en train de développer de nouveaux aspects. Je t'encourage, parce que dans les programmes de la diaspora, il y a énormément de programmes qui sont menés par la GIZ, par la SECO Suisse, pour accompagner les jeunes donc, de la diaspora à monter leurs projets. Tu peux recevoir des financements, tu peux recevoir, si tu as un bon projet, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est la même chose qu'au Maroc. Il faut qu'on fasse revenir nos jeunes parce qu'on a besoin d'eux pour notre avenir. Je vous invite à le solliciter après. Il y a une belle délégation tunisienne. Si jamais personne ne vous répond, vous venez me voir et moi je vais les recadrer. Mais il faut croire en fait en son pays d'origine, ses traditions, et surtout il faut avoir un mentor, quelqu'un qui puisse vous accompagner et vous guider, parce qu'effectivement c'est peut-être un retour aux sources, mais c'est aussi semé d'embûches, donc il faut aussi être bien accompagné. C'est un conseil que je peux vous donner à titre personnel. Merci beaucoup. Merci. Écoutez, nous avons terminé donc ce panel qui était très riche, très inspirant. On ne va pas parler que des jeunes, hein. Il y avait des jeunes et des vieux. Hein. J'en fais partie d'ailleurs des vieux. Donc ne vous vexez pas, messieurs, tout de suite. J'ai eu un grand plaisir à animer ce forum francophone de l'intelligence artificielle. Je remercie infiniment Mehdi Benboubaker et l'ensemble des équipes de Printemps Numérique. C'est une très belle édition. Vous avez encore 4 jours à passer en compagnie de ces équipes. Et surtout, connectez-vous. Il ne faut pas séparer les choses, c'est-à-dire il n'y a pas la francophonie d'un côté, l'anglophonie de l'autre. Tout n'est qu'amour. À partir du moment où les gens se respectent, s'aiment, s'apprécient, il y a plein de choses qui peuvent se créer. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à vous connecter. Je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, c'est la conclusion du Forum francophone de l'intelligence artificielle dans le cadre de la semaine numérique Montréal Connect. Je vous invite à rester assis parce qu'on a brassé plusieurs idées. On a senti les réflexions, les connexions. Et, excusez-moi. Et pour clore cet événement et pour une signature bien spéciale, j'invite sur la scène M. Éric Adja de l'Agence internationale pour la formation et la recherche en intelligence artificielle, M. Destiny Chewali de la chaire de recherche du Québec sur l'intelligence artificielle et le numérique francophone et M. Mehdi Benboubaker du Printemps numérique.
Ok. Ben, rebonjour tout le monde. Donc ça va pas être lent. Ça va pas être lent parce qu'il y a un 5 à 7 à 8 avec affinité. Mais bon, on souhaitait vous partager. Peut-être on pourrait partir de la genèse. Oui. Donc c'est pour le FFIA, pour le Forum francophone sur l'intelligence artificielle. Ce n'est qu'un début. Donc, on teste cette année le format, les contenus, qu'est-ce qu'on essaye de faire. Et surtout, au fait, je voulais, avant de laisser mes compagnons prendre la parole rapidement, on va faire quelque chose rapidement ici aussi, vous dire que ça a commencé, au fait, à une rencontre. C'est pour ça que les connexions sont intéressantes toujours. On était à Paris le mois de février dernier, donc c'était le sommet sur l'intelligence artificielle. C'était une période assez intense. En fait, c'est 2 jours assez intenses. Je pense que je n'ai jamais serré ou rencontré autant de présidents en si peu de temps lors de cet événement-là. Mais je pense que la chose qui a le plus eu d'impact, c'est la rencontre avec Destiny et cher Eric. Et puis on s'était dit on a des intérêts communs par rapport justement à la francophonie, à l'usage des langues, à la diversité. Parce que si on dit que le français, il y a un enjeu, imaginez les langues qui sont moins utilisées. Donc c'est vraiment se battre pour le français dans les algorithmes, c'est se battre pour toutes les diversités aussi. Voilà. Je te laisse la parole, Destiny, ou à Eric. Oui, Eric. Voilà. Moi, je veux compléter simplement en disant que, et on en a eu la preuve à travers tous les panels de cet après-midi, la francophonie ne doit pas rester spectatrice de la révolution de l'IA qui est en cours actuellement. Nous avons le choix justement d'être peut-être spectateurs, spectatrices, ou justement de prendre des actions concrètes, de proposer des modèles alternatifs crédibles pour justement renforcer notre souveraineté numérique en tant que francophone, et en le faisant aussi de revendiquer, d'assumer davantage notre souveraineté culturelle. Parce que dans ces révolutions qui sont en cours, c'est comme un tsunami, et on est pris au creux de la vague, mais on a encore des moyens de survivre, d'exister, et au contraire aussi de pouvoir justement faire preuve de résilience. Et de nos concertations, parce que vous savez, c'est ça qui manque des fois. Hein. On se retrouve dans plein de sommets au niveau multilatéral, à l'UNESCO, à la francophonie, à l'ONU, à Paris, au sommet sur l'IA. Et en tant que francophone, on est souvent noyé, encore comme nos contenus là, on est noyé dans les écosystèmes et on ne prend pas ce temps de se dire concrètement qu'est-ce qu'on peut en faire ensemble par rapport aux enjeux qui nous préoccupent, nous, qui nous concernent, nous. Et moi, je parle ici avec ma casquette aussi de chercheur, d'académique, en tant que co-titulaire de la chaire de recherche du Québec, qui est soutenue par les fonds de recherche du Québec sur l'IA et le numérique francophone. On a un rôle à jouer en termes de mobilisation de nos savoirs, de nos savoir-faire, de nos compétences et de nos expertises. On s'est dit rien de mieux que de donner le signal en essayant justement d'incarner cette connexion-là ou ces connexions-là à travers peut-être une plateforme de partage d'expertise, de mutualisation de nos talents, de nos ressources. Et c'est pour ça qu'on est là et qu'on voudrait surfer sur la vague du succès, si on peut dire, de cette édition montréalaise pour justement vous permettre de vous rallier à une cause que le consortium ici, Afria, Printemps numérique et notre chaire de recherche, on aimerait pouvoir porter avec vous en créant des ponts et des passerelles justement entre le Québec, les écosystèmes québécois de l'IA canadiens aussi, et notamment ceux en Afrique, en Europe, mais unis par les mêmes enjeux en lien avec notre identité francophone. Et la responsabilité. Excuse-moi, justement, parce que parmi les choses qui nous lie énormément, c'est la question de la responsabilité en intelligence artificielle. Et quand on parle de responsabilité, c'est donc à différents niveaux. Et puis de ne pas exclure l'humain dans tout ça. C'est des algorithmes qu'on bâtit, qu'on fait pour donc un usage particulier. Donc on doit avoir un travail sur la priorisation des usages, au fait.
À toi, Eric. Alors justement, l'enjeu, c'est vraiment la survie dans cet océan de l'IA, c'est de pouvoir avoir des îlots de francophonie. Et je fais référence souvent à un proverbe, puisque souvent en Afrique, c'est les proverbes qui expriment le meilleur de soi. Il y a un proverbe qui dit que pour que les fourmis puissent justement échapper à la noyade, elles n'ont pas d'autre choix que de se tenir l'une et l'autre pour pouvoir justement traverser la flaque d'eau. Et c'est vrai, quand on parle de fourmis, on parle de fragilité, mais dans cette fragilité, il y a moyen justement de se tenir, de se souder pour justement franchir l'autre rive. Et au-delà de cette image, on n'est pas aussi démunis que cela. Il y a justement des voies et moyens, il y a des outils. Et ces outils, c'est ce genre de rencontre. Et c'est là où je voudrais aussi féliciter l'équipe de Printemps numérique pour cette belle activité de MTL Connect qui a permis à la FRIA de pouvoir insérer le FFIA. Je voudrais vraiment, s'il vous plaît, demander qu'on puisse vraiment applaudir Mehdi et son équipe qui nous a tendu la perche, pour faire en sorte que justement nous puissions parler francophonie, parler de projets, parler de ce que nous pouvons faire avec les pays, les États, et on l'a vu dans les différents panels, parler justement de projets innovants comme celui dont a parlé Philippe Nadeau du DigiHub de Shawinigan, ce beau projet de Généria. Donc c'est des pépites. Absolument. Et c'est à travers ces pépites-là que la francophonie peut exister de façon concrète dans cet échange nord-sud. Et merci de nous avoir donné cette occasion. Et je crois que ce document que nous voulons signer, c'est pour matérialiser cette volonté de travailler ensemble et de nous unir pour cela. Merci. Merci à toi, Eric, très apprécié. Donc peut-être Destiny, juste parce que on va pas lire le document tout de suite, mais peut-être juste partager quelques éléments avec les gens qui nous écoutent. Mais de tout ce qu'on a entendu cet après-midi, il ressort vraiment non seulement ce besoin de renforcer les collaborations existantes, d'en créer aussi de nouvelles qui soient plus stimulantes, mais à travers tout ça, c'est que chacun retrouve sa place. Et il y a une question que nous, on se posait souvent, qu'on se pose toujours, et à laquelle jusqu'ici, on n'avait pas forcément de réponse. C'est quand vient le temps de savoir qui fait quoi en matière d'IA en francophonie. Là, il y a peut-être des cartographies qui existent ici et là, mais on n'a pas cette vue globale, là, justement, où sont véritablement les expertises québécoises, canadiennes, francophones, qui pourraient être connectées avec des expertises africaines. Et on s'est dit, mais là où on peut commencer déjà à voir juste l'impact, là, c'est cette mise en réseau, là, et c'est dans l'ADN, évidemment, de ce que fait Printemps numérique, qui, une fois encore, est un passeur d'avenir, passeur de pont à travers ce mémorandum d'entente qu'on est en train de signer. Et on a aussi toujours eu cette frustration, et moi, en premier, en tant que chercheur, je me suis dit, mais on fait nos recherches, on mène nos activités, nos initiatives, mais souvent en silo. Est-ce qu'on peut-tu commencer par, justement, si on veut parler, avant de parler même de souveraineté numérique ou culturelle, ou whatever, de commencer justement à se dire, bah, OK, mettons-nous ensemble et voyons justement qu'est-ce que la force et l'addition de nos expertises, de nos talents peut nous amener à faire en termes, une fois encore, de mutualisation de ressources, parce que vous savez, les ressources, des fois, elles existent, mais elles sont rares. Puis, finalement, de l'intelligence artificielle, là, si on peut mettre un peu d'intelligence humaine collective autour, ça pourrait bien évidemment aider et faire germer des projets porteurs. Et à ce stade, on a pensé peut-être à un concept de plateforme, comme je vous le disais tantôt, plateforme collaborative, qui pourrait prendre le beau nom d'Esperia. Dans Esperia, vous avez expérience, expertise, mais on peut aussi enlever, faire un jeu de mots, espérance. Et vous voyez, l'image est partie, mais cette belle image qu'avait pensé aussi, conçu un peu Mehdi, quand il pensait un peu à incarner un peu ce forum, du regard tourné vers l'avenir.
évidemment en misant sur les défis et les obstacles qui ont jalonné notre parcours jusqu'ici, et puis justement de garder cet espoir, cette positivité par rapport au fait que nous sommes capables, nous sommes bien capables, en se mettant ensemble, de justement pouvoir initier des projets porteurs et à impact en matière d'IA souveraine francophone. Merci beaucoup. Donc, il y a beaucoup de concret, même si c'est un MOU en bon chinois. Donc, il y a beaucoup de concret. Et il va sortir de cette collaboration-là ce qu'on souhaite, donc que ça soit un vecteur en francophonie par rapport à l'usage, à l'expérimentation, aux connaissances, aux expertises, et de faire en sorte que ces expertises, notamment la formation, parce qu'un des enjeux majeurs avec l'IA, on l'a entendu ce matin avec notre ami Lamia Lazizi qui nous vient de l'UM6P, que l'humain a sa place, a toute sa place avec l'IA. En fait, c'est pas qu'on va mettre de côté, mais il faudrait qu'on puisse accompagner ces personnes qui a un besoin de requalification sur certaines choses. Et donc, il y a un besoin réel en formation. C'est le défi qu'on souhaite porter. C'est le défi qui va être matérialisé, que ce soit ici au Québec, mais également en Afrique, en francophonie. On était tantôt en train de discuter aussi avec nos amis belges. Donc Eric nous vient du Bénin, hein. Donc il était à une température... Mais ça va, je dirais que cette fois-ci, c'est acceptable. Voilà, tu nous as ramené du soleil. C'est nos amis marocains qui nous ont dit qu'ils nous ont ramené du soleil. Oui, fait que toi, tu as ramené la chaleur. Ok. Fait qu'on va se partager. Donc, alors, sans plus tarder, donc, on va signer cet accord-là entre les trois organisations. Donc, on rappelle l'AFRIA, l'agence francophone en formation en intelligence artificielle, qui est basée à Genève. Sous la présidence de M. Eric Adja, donc la chaire en francophonie. La chaire de recherche du Québec sur l'IA et le numérique francophone, IANF. Voilà. C'est juste pour ne pas accrocher, mais pour moi c'est Destiny, mais bon. Mais la chaire fait un travail exceptionnel. Donc je vous invite aussi à suivre, ceux qui ne connaissent pas la chaire, de suivre ses travaux. Je pense que vous étiez précurseurs sur les questions de découvrabilité notamment. Et le printemps numérique, donc on a le plaisir de le faire tout de suite. Et on vous laisse par la suite préparer la salle parce qu'on va recevoir le 5 à 7 à 8, donc ici. Voilà. Merci beaucoup. Et je dois juste souligner, parce que à tout seigneur, tout honneur, un coup de pouce qui a été fait donc par notre ami Sana. Hein? Oui. Peut-être on va faire une photo en bas. Merci beaucoup. On va faire en bas. Sana. Donc, à tantôt. Merci. On vous invite à rester pour le 5 à 7 présenté par Coopératon et Isaka. Bon 5 à 7.